D'abord, mesdames et messieurs, pour vous remercier de nous donner l'occasion d'être là aujourd'hui, réunis dans un exercice qui a toutes les apparences de l'ordinaire, puisque c'est un exercice qui précède en général les échéances électorales, et qui pourtant, je le dis avec force, n'a rien d'ordinaire. Car au moment où nous nous réunissons, nous présentons devant vous, l'heure est grave, l'heure est inquiétante, l'heure est dangereuse, et je veux croire que chacune et chacun d'entre vous, ici, en a la profonde conscience. Nous sommes d'abord ici devant vous parce que le président de la République a décidé d'une dissolution à laquelle il n'était pas tenu et qui a pour conséquence funeste de nous plonger collectivement dans l'abîme et dans l'incertitude. Et c'est d'abord à lui, et lui seul, que revient la responsabilité de cette situation. Et si la gauche fait front aujourd'hui, c'est parce qu'il nous faut faire face. Et ce sont ces portes ouvertes à l'extrême droite par Emmanuel Macron que nous devons refermer. Et je ne vous le dis pas le cœur réjoui. Je vous le dis au contraire avec mon cœur de démocrate, avec mon cœur de socialiste, de citoyen et de hauts fonctionnaires engagés depuis des années au service du bien commun. Je le dis aussi avec beaucoup de gravité, parce que j'entends les uns et les autres dans leurs commentaires que chacun se garde des leçons de morale et d'économie si elles conduisent à consentir au triomphe du pire. La question qui nous est posée à cette heure, que vous devez vous poser vous aussi, comme citoyen, mais aussi comme chef d'entreprise, est simple dans sa formulation, mais je mesure aussi à quel point elle est difficile dans sa réponse. Avons-nous fait suffisamment pour ne pas vivre dans un pays fracturé, dominé par les peurs, par la peur de l'avenir, et rongé par un sentiment d'injustice, un pays dans lequel, en définitive, chacun défend sa colère? Avons-nous fait suffisamment pour ne pas nous retrouver dans la situation dans laquelle nous sommes, aux portes de l'extrême droite, l'ennemi mortel de la République et de la démocratie, l'ennemi mortel de l'Europe, c'est-à-dire de nos intérêts économiques? Avons-nous fait suffisamment pour défendre les services publics, notre patrimoine commun, celui de celles et de ceux qui n'ont que cela? Avons-nous fait suffisamment pour défendre l'hôpital tenu à bout de bras par des soignantes et par des soignants? Avons-nous fait suffisamment pour nos enseignants, nos hussards épuisés, auxquels nous confions chaque matin nos enfants et l'avenir de la France? Avons-nous fait suffisamment pour les femmes et pour les hommes, ouvriers ou patrons, qui n'ont que leur travail pour vivre, pour qu'ils puissent effectivement en vivre dignement et que les fins de mois ne tapent pas à la porte chaque mois un peu plus tôt? Avons-nous fait suffisamment pour que nos ouvriers, nos infirmières, nos caissières, nos employés qui aiment leur travail et qui n'aspirent qu'à bien le faire en retrouvent le goût et le sens? Avons-nous fait suffisamment pour défendre le travail digne, pour défendre la valeur du travail et la centralité du travail dans nos sociétés? Avons-nous fait suffisamment? Avez-vous fait suffisamment pour notre pays? Posez-vous cette question en patriotes ardents, en républicains intransigeants, en démocrates. Mesdames et messieurs, ce sont à ces questions, parmi tant d'autres, qu'il nous faut désormais répondre, chacun à sa place, chacun conscient qu'il peut agir dans cette élection, bien sûr, mais dans les longues années de reconquête d'un avenir en commun apaisé. Je voudrais en quelques mots désormais vous donner le sens et la direction de notre projet, en commençant d'abord par dénoncer les rodomontades du gouvernement qui a échoué, qui a été sanctionné par les agences de notation et désormais par la Commission européenne. C'est leur bilan, ça n'est pas le nôtre. La politique d'Emmanuel Macron, c'est d'abord la dégradation des finances publiques et le désarmement fiscal. Dénoncé, lisez-le, paragraphe 21 par la Commission européenne hier sans embâge. 50 milliards de recettes fiscales en moins chaque année rendues aux plus riches et aux multinationales sans contrepartie, qui manquent désormais à nos services publics et à nos investissements. La politique d'Emmanuel Macron, c'est ensuite l'inefficacité d'une politique de l'offre et l'impasse économique. La France investit peu, moins que ses partenaires européens. Le décrochage technologique est patent, le décrochage industriel se confirme, et les résultats en termes de croissance économique ou de productivité sont en berne. Et enfin, c'est l'affaiblissement de notre modèle social, de notre cohésion nationale,
de la confiance dans notre modèle social et l'explosion de la pauvreté. Et pour répondre à la question « Avons-nous fait suffisamment ?» que je nous adressais tout à l'heure, nous voulons en effet, avec le Front populaire, inverser la logique des choses et rompre de façon claire avec la politique mise en œuvre depuis 2017. Nous traçons un cap, des grandes lignes, dont je voudrais vous restituer la substance en vous disant avant toute chose qu'il est une pratique que nous remettrons en place parce que nous y tenons et nous y croyons, c'est celle du dialogue social, celle du respect des partenaires sociaux, des corps intermédiaires, la nécessité de leur écoute. Nous ne voulons ni de la caporalisation, ni de l'infantilisation des partenaires sociaux, et notre premier acte sera sans délai de vous réunir. Notre projet, mesdames et messieurs, part des besoins et vise une relance forte de la croissance dans la justice en dégageant les moyens nécessaires pour financer la transition écologique qui ne saurait attendre et engager le réarmement industriel dont nous avons besoin. Le premier levier, c'est un repositionnement de l'État au centre de l'économie, pour distribuer du pouvoir d'achat, pour orienter les investissements vers les grandes priorités, vers la bifurcation environnementale et entraîner l'ensemble de l'économie. Nous ne le ferons pas sans vous. C'est la planification écologique, c'est la relance du logement, c'est la souveraineté industrielle, c'est l'aménagement du territoire, en particulier dans les territoires ruraux. Et pour financer ce repositionnement, le programme met fin à un certain nombre de dépenses fiscales improductives sur le capital et restaure les marges de manœuvre de l'État, tout en gardant, je le dis, aux PME, constant le cadre juridique et fiscal qui leur est aujourd'hui applicable, comme par exemple, parce que je sais que cela compte, ce qui a été acquis en termes d'apprentissage. Cette relance est une relance keynésienne, avec un effet multiplicateur très fort, comme le soulignent de nombreux économistes, en particulier ce qui est notre cas dans un contexte de basse conjoncture. Et elle s'autofinance largement à travers le retour de la croissance. Les nouvelles marges de manœuvre financières de l'État doivent également lui permettre de retisser notre modèle social, avec l'abrogation d'un certain nombre de réformes injustes et surtout non concertées. L'abrogation de la réforme de l'assurance chômage, c'est d'abord un acte de confiance dans le dialogue social, car nous vous rendrons les clés de la négociation. Les nouvelles marges de manœuvre financières de l'État doivent également lui permettre, je l'ai dit, de retisser notre modèle social et de reconstituer, de défendre nos services publics. C'est important pour nos travailleurs, c'est important pour nos chefs d'entreprise, la santé, l'éducation, la culture notamment. Le second levier, vous le savez, est une relance salariale massive, comme en Espagne, dans les secteurs publics et privés. Cela aura des effets sur la demande, par la hausse du pouvoir d'achat des salariés, mais également sur l'offre de travail. Et nous compenserons pour les PME les surcoûts que cela engendre. Tout le monde s'accorde aujourd'hui, et je ne crois pas qu'ici vous me contesterez, sur le fait que les salaires sont trop faibles dans de nombreux secteurs et que les difficultés de recrutement persistent. Notre programme permet de stimuler le retour sur le marché du travail par des emplois et des salaires décents d'une grande partie de la population. La politique de l'offre, madame, je termine. La politique de l'offre doit viser le travail et pas seulement le capital. Nous voulons une politique de l'offre de travail, parler de travail et pas seulement d'emploi. Et enfin, nous voulons une reconquête industrielle, une reconquête de notre souveraineté, par le protectionnisme écologique et social aux frontières de l'Europe, par la défense de la base industrielle France. J'étais celui qui, au nom d'Arnaud Montebourg, a négocié le décret sur les investissements directs étrangers devant le Conseil d'État. Un pays qui ne produit pas est dans les mains des pays qui produisent. Nous voulons être un pays de producteurs et pas seulement un pays de consommateurs. Mesdames et messieurs, ce projet est séquencé. Il distingue le temps court du temps long dans sa mise en œuvre. Il n'est pas aveugle à la situation. Le temps des ruptures pour répondre aux urgences sociales, le temps des bifurcations pour répondre aux urgences écologiques, le temps des transformations pour recoudre un pays fragmenté, fracturé, qui a besoin d'apaisement. Et nous avons, dans ce projet, besoin de vous. C'est le projet choisi par les démocrates et Biden, qui ont théorisé les bénéfices d'une surstimulation. Dans ce schéma de retour de la croissance, d'augmentation de l'emploi, notre bouclage macroéconomique prévoit aussi, progressivement, le retour aux grands équilibres, la baisse des déficits et la décrue de la dette publique. Je l'avais dit et j'en conclus, promesse, sortons du dilemme appauvri, faut-il aimer ou détester les entreprises, et fondons ensemble un pacte productif nouveau, unissant les travailleurs, les capitaines d'industrie, les consommateurs, et nous serons pour cela à vos côtés. C'est ainsi, je crois, que nous ferons suffisamment et que nous pourrons faire barrage. Merci beaucoup, Boris Vallaud.